invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est à nos côtés, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Florian Yelpo nous accompagne, responsable macro chez Lombardier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir. Et Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Grégoire. Bon, je le disais, le triptyque qui anime les marchés, on va essayer d'évoquer chacune de ces dimensions, en commençant peut-être par la dimension la plus importante, le thème de l'IA, Raphaël, et les résultats de 4 hyperscalers critiques, évidemment, pour ce thème de l'intelligence artificielle. Microsoft, Alphabet, Google, Meta et Amazon. Qu'est-ce que vous retenez des résultats, des annonces en matière de CAPEX, de la rentabilité associée à ces dépenses d'investissement? Et puis venons-en ensuite au price action, aux réactions de marché. Pourquoi est-ce qu'un Alphabet Google bondit de 5-6% quand un Meta décroche aujourd'hui de 10% par exemple? Ouais. Non, c'était une journée importante parce qu'effectivement, ce facteur tech, ce facteur IA a justifié le rebond de marché. Il y a une forme de tension dans le marché entre l'Iran, d'une part, négatif, et la tech qui semble vouloir porter le marché. Et donc, on a levé un petit peu le voile, un petit peu sur la réalité de cette tendance. Et globalement, quand on prend les chiffres à valeur faciale, ça a été des résultats extraordinaires. Au niveau des revenus, du chiffre d'affaires, au niveau de la profitabilité, des marges. On est vraiment sur des ovnis de la place en termes de trajectoire. 20-30% de croissance pour ces groupes-là en termes de revenus sur un trimestre. C'est impensable. On a du mal à imaginer, vu la taille de ces entreprises, comment on arrive à ce type de croissance. Et on l'a vu évidemment sur la thématique IA, mais aussi sur la thématique IA qui finalement réverbère sur, on va dire, leur business historique. On va parler par exemple de la barre d'outils de recherche chez Google, sur la capacité pour Meta d'aller cibler la publicité en ligne. Ces investissements IA ruissellent sur l'ensemble de leur écosystème. Donc ça, c'est très encourageant. Sur la partie demande IA, demande de calcul, data center, là, on a une confirmation de ce qu'on savait plus ou moins déjà. La demande est extraordinaire. Elle va de très loin démultiplier, en tout cas surpasser la capacité d'offre que ces entreprises proposent. Et donc là, vraiment, on comprend, on a la confirmation que ces dépenses d'investissement, finalement, elles sont justifiées. Il y a une demande qui est incommensurable. Et aujourd'hui, une partie de la réussite de ces entreprises et de ces valeurs, ça sera la capacité à monétiser cette demande. Les carnets d'ordre en attente sont gigantesques. Maintenant, il va être question de mettre en ligne des capacités de calcul, d'ouvrir des data centers, d'investir. Et donc là où le discours était un petit peu sceptique il y a quelques mois sur la nécessité de ces dépenses d'investissement, de la taille de ces dépenses d'investissement, aujourd'hui, quand on voit la demande et l'accélération de cette demande, on comprend mieux pourquoi. Ouais. Donc là, ça a été un enseignement intéressant. Sur la demande, Raphaël, ils ont encore une visibilité, confortable. C'est pas une visibilité à 1 ou 2 trimestres. J'entends certains, alors dans le secteur des semi-conducteurs en l'occurrence, je crois que c'était le management de SK Hynix ces derniers jours, qui parle d'une visibilité sur la demande excédant l'offre, peut-être sur 2 ou 3 ans encore. Gigantesque, ce qui d'ailleurs a justifié un repricing des dépenses d'investissement. Donc ça, c'est un sujet de marché important. 3 de ces 4 grandes tech ont repricé à la hausse leurs attentes d'investissement. C'est une surprise, y compris chez nous. On ne s'attendait pas à ce que ça vienne si tôt dans l'année, dès le premier trimestre. Ça en dit long sur la demande. Alphabet a même parlé d'augmentation significative de ses dépenses d'investissement l'année prochaine, en 2027. Ils sont déjà à 200 milliards. Je ne sais pas ce que c'est, augmentation significative, mais manifestement, ils voient de la demande. Et encore une fois, on est sur une crise existentielle. Il faut être capable de la monétiser avec des dépenses d'investissement. Donc c'est vraiment ça la thématique. Alors après, on va se rendre compte que chacune de ces valeurs a finalement des histoires assez singulière, idiosyncratique. C'est difficile de trop généraliser non plus. Et vous avez mentionné des mouvements de marché qui diffèrent d'une valeur à l'autre. Donc il faut faire la distinction. Mais c'est vrai que cette tendance globale, elle impressionne. Sur la demande, bon, il n'y a pas de sujet. Et puis on écoute ce que disent les managements et les opérationnels qui sont effectivement sur le terrain. Sur la capacité à servir cette demande, alors évidemment, il y a des tensions aujourd'hui, peut-être conjoncturelles liées à l'Iran, mais
est-ce qu'on se retrouve assez vite face à des limites, des contraintes d'offres, des pénuries de composants qui pourraient à un moment abîmer cette trajectoire de déploiement des CAPEX Raphaël, est-ce que c'est un sujet crispant pour le marché? Est-ce que ça peut être un point de crispation pour le marché? C'est un sujet d'inquiétude. Dans quelle mesure on va être capable d'exécuter ces ordres en attente? Ça, c'est un vrai problème. Un data center, ça met du temps à être construit. On va parler de 18 mois pour construire un data center. On sait qu'il y a donc un temps de retard entre les dépenses d'investissement et la capacité de mettre en ligne. Souvenez-vous que, par exemple, ça a beaucoup pénalisé Amazon l'année dernière, qui avait été un petit peu lent à mettre en ligne cette capacité de calcul, qui cette année se retrouve, parce que ça y est, elle est devenue en ligne, mais on se rend bien compte qu'on est dans une espèce de course à l'échalote, course à l'infini, à le plus rapidement essayer d'exécuter. Et on se rend bien compte aussi que dans cette chaîne de valeur, il y a des points de tension sur des composantes. Je ne parlerai pas des financements qui, de leur côté, sont infinis, mais sur certains composants, en particulier le composant mémoire, on est sur des points de tension qui sont difficiles. Donc, cette capacité d'exécuter cette demande à travers la possibilité de mettre en ligne de l'offre, elle est vraiment clé et c'est là-dessus aussi qu'on jugera chacun de ces acteurs. Ouais. Bon, comment vous regardez ce thème à l'aune des résultats qui ont été publiés? Il y a ceux des hyperscalers, mais il y a eu déjà un certain nombre de fournisseurs, d'équipementiers dans le secteur des semi-conducteurs, en Asie notamment, Sophie. Et puis parlons aussi de ce que ça vaut sur les marchés aujourd'hui. Raphaël le disait, c'est le grand retour des GAFAM et c'est la poursuite d'une hausse stellaire pour le secteur des semi-conducteurs qui va boucler un mois d'avril peut-être avec, 20 ou 22 séances, ou une vingtaine de séances de hausse sur 24 jours de marché ou quelque chose comme ça, et un price earning qui est désormais autour de 60 pour le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis. Comment on reste exposé à ce thème-là sans prendre le risque de se brûler les doigts? Alors le thème, ça reste, nous, dans nos allocations internationales, ça reste le thème clé. Et quand le stress en Iran s'est manifesté, enfin la guerre entre l'Iran et les États-Unis s'est manifestée, on a effectivement soldé tous les thèmes, sauf celui-là. Parce que, effectivement, on reste dans... C'est un thème de construction beaucoup plus profond et plus durable. Ça permet de regarder loin. Voilà, et puis ça permet aussi de s'abstraire un peu des questions de cyclicité auxquelles on est confronté avec le choc pétrolier. Donc on est effectivement dans cette logique-là aujourd'hui. C'est une chaîne de valeur qui est quand même très très large. Et si on prend l'ensemble de cette chaîne de valeur, en fait la valorisation relative a plutôt baissé. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Les prix vont moins vite que la croissance des bénéfices. Absolument. Donc en fait la valorisation relative est aujourd'hui plus attractive qu'il y a 6 mois. Et donc, ce qui continue, c'est aussi ça qui a ramené, je pense, les investisseurs vers cette question. Et puis après, c'est-à-dire que, en fait, tant que la musique joue, et quand on parle des semi-conducteurs, du SOX, en antenne, on parlait de la spéculation, effectivement, qui était mise en place par le marché des investisseurs particuliers sur le SOX, sur l'indice des semi-conducteurs. Entre guillemets, c'est une question qu'on se pose quotidiennement, mais tant que la musique joue... on a cet avantage. Et c'est surtout le segment qui emporte la meilleure visibilité aussi, puisque les carnets de commandes sont pleins, puisqu'on parle maintenant de visibilité à horizon 2029, voire 2030. Oui, c'est ça. Donc, c'est un secteur acyclique. Moi, j'ai connu au début de ma jeune carrière, ma petite carrière... Ça durait 18 mois. C'était des cycles ultra courts. Voilà, et puis une amplitude de mouvement d'une violence incroyable. Surcapacité, sous-capacité, c'était en permanence. C'était le job de ces managements, de gérer ces moments-là. On le retrouvera, mais pas tout de suite. Mais en tout cas, pour le moment... Cycles plus longs, quand même. Voilà, exactement. Pour le moment, le cycle s'allonge. Et c'est vrai qu'on imaginait que le pic des investissements allait être en 2026, et puis maintenant on est en train de comprendre que le pic des investissements, ça ne sera pas 2026, ça va être plutôt 2027. Et puis on va voir, et on est en train de tirer progressivement. Donc c'est vraiment une des questions que nous, on se pose aujourd'hui du point de vue de l'investissement. C'est à quel moment, en fait, la dérivée seconde va commencer à s'infléchir réellement. Et pour l'instant, on ne le voit pas, puisque, c'était extrêmement bien expliqué, mais pour le moment, on ne le voit pas. Et les chiffres qui sont présentés sont très, très impressionnants. Les carnets de commandes des hyperscalers agrégés, dont je les ai vus aujourd'hui, c'est 1500 milliards de dollars. Donc, c'est des investissements qui continuent à augmenter. Et
Au début, on se posait la question du retour sur investissement que vous évoquiez, et aujourd'hui, on ne se la pose plus. Voilà. Donc le résultat aujourd'hui, c'est qu'on ne se pose plus cette question-là, et que quand on voit l'incrément de CAPEX annoncé par Alphabet, et qu'on voit l'incrément de business, on se dit, bon, ben voilà, le retour sur investissement, il est là. D'accord. Et en plus, il va y avoir une accélération au fur et à mesure que le CAPEX va commencer à décélérer. Donc, l'intensité va se matérialiser quand le chiffre d'affaires va accélérer. Donc là, on reste effectivement dans cette logique-là. Et il faut être honnête. Entre ça et, je dirais, quelque part, la souveraineté énergétique, puisqu'en fait... ce sont les seuls thèmes qui aujourd'hui paraissent effectivement apportent cette visibilité. Voilà. Ouais. Il y a quand même une phase des capex qu'il faut pas oublier, alors que ces capex arrivent à être monétisés aujourd'hui par les grands hyperscalers. Voilà. Très bien, ils ont un savoir-faire en la matière. Google, notamment, ils savent vendre aux clients. Ils sont face aux clients. La face comptable cachée, c'est qu'à un moment, il va falloir amortir, déprécier aussi un certain nombre de ces investissements. Et pour l'instant, ça pèse pas beaucoup par rapport au chiffre d'affaires, mais ça va aller grandissant. C'est-à-dire que je voyais des projections quand même, à un moment, les charges de dépréciation vont dépasser les 50%, 60% du revenu net global de ces entreprises. Oui, mais il y aura des charges à un moment quand même. C'est tout à fait vrai, mais et c'est normal. C'est-à-dire que en fait, le business model, probablement, on est passé d'un marché qui révérait les asset light, donc les gens qui avaient des immobilisations extrêmement faibles, donc le monde des softwares, à finalement un marché qui révère l'investissement, le capex, les hard assets. Donc on sort, c'est un autre paradigme. Maintenant, s'il y a beaucoup plus de chiffre d'affaires, même s'il y a un peu moins de marge, il y a toujours beaucoup plus de résultats. Okay. Donc c'est pas en tout cas la préoccupation du moment. Ouais. Bon. Sur ce thème de l'IA, quelles sont vos réflexions, vos commentaires sur le plan du marché et puis même sur le plan macro, Florian, puisqu'on a eu la première estimation de croissance américaine du premier trimestre qui montre que 2% de croissance trimestrielle en rythme annualisé, derrière ces 2%, c'est bien ce qu'on vient de décrire qui permet justement à l'économie américaine d'être encore à ce rythme-là de progression. Et ça n'est que le début. Puisque, a priori, d'après les projections, sur les 5 prochaines années, on serait à un peu plus de 3% de croissance américaine générée, rien que par l'investissement dans l'IA. Ça fait un sacré bouclier anti-récession devant soi. C'est aussi un bouclier anti-inflation, parce que on est censé générer des vagues de productivité. Cette productivité, elle doit permettre de faire baisser les coûts des entreprises, et du coup, c'est un facteur de désinflation. Donc, ce sont des choses qui sont particulièrement dans l'air du temps. J'aime bien cette notion de quand est-ce que la musique s'arrête. La musique, elle s'arrête s'il n'y a pas adoption. En fait, ce qui compte dans une révolution technologique, c'est la vitesse de l'adoption. Les 4 dernières grandes vagues de changements technologiques, le chemin de fer, des vieilles histoires. Ah oui, d'accord. Le chemin de fer, l'électrification, le Fordisme. En fait, la dernière, c'est justement Internet. Et Internet, c'était la première fois que la décennie de changements technologiques s'accompagnait d'une amélioration de la productivité et d'une performance positive des marchés financiers. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, les 4 grands changements technologiques... C'était destructeur net de valeur. Exactement. On a une moyenne de moins 3% sur les actions américaines par année, moins 3% par année, sur la décennie de changements technologiques. C'est quoi la différence entre Internet et ces vieux exemples sortis des grimoires ? C'est la vitesse de l'adoption, tout simplement. L'adoption du chemin de fer. Il faut construire le chemin de fer à une époque où construire le chemin de fer prend pas mal de temps. On parle de 18 mois pour construire un data center. C'est incroyable, cette vitesse, en tout cas, la potentielle vitesse d'adoption. Pourquoi c'est important ? Pour que le reste des indices continue à prospérer. Effectivement, on parle beaucoup de technologie. Dans l'ensemble, si on regarde la saison des résultats, où sont les surprises ? Pas du tout du côté de la croissance de la demande, plutôt du côté justement de l'amélioration des marges. Et l'amélioration des marges, c'est la productivité. La productivité, aujourd'hui, c'est l'IA. Donc ça commence à percoler, ça commence à se diffuser dans l'économie sous-jacente, dans le secteur des matériaux, chez certains industriels. On commence à évoquer l'amélioration potentielle. Il faut bien comprendre que cette vague de changement technologique, elle est vraiment très particulière dans notre histoire. Normalement, encore une fois, on n'est pas censé, se réjouir de ces changements qui vont justement modifier profondément notre société. Tout le monde ne s'en réjouit pas, je crois, Florian. Non, mais c'est un point sérieux. Parlons-en. Je pense que ça va devenir, un sujet devant nous
Alors, entre ceux qui vont embrasser ces changements technologiques et ceux qui vont peut-être résister d'une certaine manière. Parlons un peu emploi. Je pense que c'est une des questions qu'on a tous autour de la table. Alors, je n'ai pas beaucoup plus de réponses que la moyenne des économistes à vous apporter. Simplement, on s'est livré à un petit jeu. On a sorti les 480 séries de données de création d'emplois par secteur aux États-Unis. Donc, on a quand même pas mal de granularité sur des périodes assez longues. Et puis, on a testé avant ChatGPT, après ChatGPT, quel est le pourcentage de ces secteurs qui ont affiché un changement de tendance, à la hausse ou à la baisse. Ouais, okay. Donc, on a tous en tête la technologie, et du coup, ça devrait être 5-10% des secteurs qui sont affectés. Non, c'est 80%. 80% des secteurs, 80% des 980 secteurs affichent déjà un changement de direction. En 4 ans, 3-4 ans. Quoi. Exact. En tenant compte du fait qu'avant on a eu le Covid, voilà, en gérant la spécificité du Covid. Maintenant, sur ces 80%, en fait, eh bien, effectivement, 80% des 80%, c'est un changement de tendance à la baisse. On a effectivement une détérioration de l'emploi. C'est normal, il y a un changement, il y a un bouleversement qui affecte grandement le marché du travail, mais il reste 20% des séries, 20% des secteurs qui, eux, affichent une accélération des créations d'emplois, essentiellement des secteurs à la personne, la construction, tous les secteurs justement qui vont être stimulés par l'activité de l'IA et dans lesquels on n'a pas nécessairement besoin de l'IA. Donc il y a un momentum aujourd'hui de déversement, et encore une fois, il est incroyablement rapide. Le déversement dans les années 40, post-Seconde Guerre mondiale, il y a un déversement en France, post-Seconde Guerre mondiale, il est loin d'être aussi rapide, et l'ajustement crée davantage de chômage qu'on ne peut en voir aujourd'hui. Donc c'est vraiment une particularité de ce changement technologique-là. On peut en avoir peur, on peut se sentir menacé. Il faut aussi garder en tête qu'il y a des éléments très positifs en termes de croissance, mais aussi en termes d'emploi. Et du point de vue macro, alors vous dites c'est un sacré socle de croissance devant nous pour les États-Unis. Ça rend pas cette croissance, comment dire, plus fragile ou moins équilibrée. Enfin, c'est quand même une croissance qui va être particulière, tirée par l'investissement quand on a connu quand même le poids du consommateur sur ce seul premier trimestre. C'est un trimestre parmi les autres, mais la contribution la plus positive vient justement de ces investissements en IT et en logiciel plutôt que de la consommation américaine. Elle contribue positivement, mais la contribution de l'IA, c'est pour le dire ainsi, est plus importante sur ce trimestre aux États-Unis. C'est encore pire que ça, c'est que la croissance effectivement est tirée par l'investissement aujourd'hui. Mais demain, elle sera tirée par les conséquences de l'investissement. Les conséquences de l'investissement, c'est la productivité. Et la productivité, au cours de ces 30 dernières années, dans la poche de qui est-ce que cette productivité s'est retrouvée ? Dans la poche du salarié ou dans la poche du détenteur d'actions ? Plutôt dans la poche du détenteur d'actions. Donc cette productivité, il faut garder en tête qu'elle est potentiellement incroyablement inégalitaire. Et que la seule façon de s'arroger les revenus de la productivité générée par l'IA, c'est aussi de devenir actionnaire des entreprises de l'IA. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Encore une fois, le S&P, pour nous, le Nasdaq, sont des indices qui ont de beaux jours encore devant eux, justement parce qu'ils monétisent ces gains de productivité. Vous êtes Team Warsh, du coup ? Non ? On verra, on en parlera tout à l'heure. C'est le grand pari de Kevin Warsh de dire qu'il y aura un choc de productivité réel et que ce choc permettra de peut-être baisser les taux à des niveaux un peu plus bas que ce qu'on imagine aujourd'hui. Tout ça ramène quand même le sujet de la concentration du marché, Raphaël, alors que l'histoire de 2025 et de début 2026 était quand même l'idée de se projeter au-delà des seuls actifs américains, au-delà du seul dollar, d'aller chercher de la performance en Asie, en Europe, et ça a payé. C'était le thème de 2025. Est-ce que cette guerre marque quand même un changement ou un retour à quelque chose de plus concentré? Et quand je dis concentré, je pense forcément aux États-Unis. Oui, c'est un point très important ce que vous soulevez là. Il y a une forme de fragilité dans ce rebond du fait de cette concentration du leadership. Alors on se rassure de voir que les facteurs de concentration, à savoir la santé de l'IA, sont robustes. Donc probablement justifie cette performance, mais on aimerait bien voir des relais de performance. Et là, vous abordez peut-être en diagonale la problématique de l'Iran pour que le cycle reprenne, pour que des secteurs un peu moins croissance puissent aussi contribuer. Il va falloir qu'on voit une désescalade en Iran, il va falloir que les prix du pétrole baissent, il va falloir que les taux d'intérêt baissent. Et c'est vrai qu'on est dans cette dichotomie de marché un petit peu mystérieuse, où on a des marchés risqués au plus haut et une forme de tension, de scepticisme important sur le pétrole et sur les taux d'intérêt. Sur le long terme, on a envie de penser que tout ça n'est pas complètement compatible. Il va falloir que
soit les marchés s'ajustent à cette réalité de taux et d'inflation, soit à l'inverse, que les taux d'intérêt puissent baisser dans un scénario de désescalade. Donc là, vous avez probablement mis le doigt sur la problématique iranienne. Bon, et alors si on parle de l'Iran, donc on a le levier économique qui est actionné à plein avec le blocage des ports iraniens, renforcé, prolongé, et peut-être aussi de nouvelles options militaires proposées aujourd'hui à Donald Trump pour quoi ? Jouer une dernière phase d'escalade avant une phase de désescalade, c'est le playbook de ce genre d'affaires. Raphaël, désolé, très difficile. Ça tombe sur vous. Personne n'en sait rien, je la donne à qui veut. Non, on n'en sait rien. L'impression qu'on a, c'est que il y a alors, déjà, les nouvelles récentes n'ont pas été très bonnes. Ça, c'est une première chose. Il y a une semaine, on parlait de négociations, qu'on allait peut-être aboutir, de rendez-vous au Pakistan. On n'est plus du tout dans cette thématique-là. Maintenant, on a effectivement des articles de presse qui pointent plutôt vers davantage de tensions. Et donc, on a le sentiment d'être dans une forme d'impasse, avec d'une part aucun appétit de la part de l'administration Trump de remettre de l'escalade, de remettre des actifs militaires et de reprendre une campagne de bombardement. Alors, il y a cet article d'Axios qui a l'air de dire autre chose. C'est le seul. Il n'a pas été confirmé. Et en parallèle, on entend qu'un porte-avions USS Ford est en train de quitter la zone. Donc, bon, on ne sait pas trop, mais on est quand même tendance à penser qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'appétit pour relancer la machine militaire. Donc, pas possibilité d'escalader côté administration Trump et pas vraiment de possibilité de sortir, de juste laisser les choses en plan. Ça serait une victoire pour Téhéran, ça serait laisser le contrôle du détroit à Téhéran également. C'est des conditions que personne n'a vraiment envie d'accepter quand même sur la durée. Donc là, cette forme d'impasse, elle inquiète. On a quand même envie de penser que malgré tout, le sens du vent, c'est une forme d'accord qui arriverait. On croit comprendre qu'il y a malgré tout des négociations qui ont lieu. Par téléphone. Par téléphone, on s'en satisfait, dit le président Trump. Très bien. Et que finalement, sur les points d'achoppement, il y a un chemin. Alors sur le nucléaire, on entend que des solutions sont discutées, une forme de moratoire peut-être, que finalement l'urgence du nucléaire a beaucoup baissé avec les bombardements, et que sur les garanties de sécurité, le détroit d'Ormuz, là aussi, il y a potentiellement de la place pour trouver une espèce d'accord. Ça nous en dit pas beaucoup sur le monde d'après. Un monde où, oui, il y aura probablement des tensions, oui, il y aura des primes de risque sur les secteurs de l'énergie, oui, sur l'acheminement de l'énergie aussi, il y aura des problématiques, mais on n'a pas complètement envie d'imaginer le scénario du pire pour tout de suite, donc peut-être une forme de désescalade, mais enfin... Qui en sait vraiment plus que ça. L'inverse demain ou après-demain. Non, mais on suit ça au jour le jour, bien sûr, depuis plus de 2 mois maintenant. Sophie, je ne sais pas si ça appelle des commentaires de votre part. En tout cas, si le marché action lui regarde l'IA aujourd'hui, les marchés de taux, les marchés pétroliers restent quand même concentrés sur la situation d'Ormuz. Et par conséquence, les banques centrales. Et là, le discours cherche quand même un degré d'équilibre qui n'est pas facile à trouver. Ou même quand on voit le World Economic Outlook du FMI, par exemple. Non, il y a un vrai sujet. En fait, aujourd'hui, on est vraiment entre 2 scénarios qui étaient le scénario de désescalade, qui nous a fait racheter le marché, évidemment, il n'y a pas très longtemps, et puis le scénario d'enlisement qui nous a fait revendre les paris tactiques plus récemment. Et les cartes sont complètement rebattues. C'est vrai que la plupart des investisseurs ont commencé l'année assez pessimistes sur les États-Unis. Il fallait de l'Europe, il fallait des émergents, il fallait machin. Et si on fait abstraction de la partie technologie de la ZIP, bien entendu. Et là, on a complètement rebasculé. Donc finalement, on n'est pas si mal aux États-Unis. Il y a de la résilience. C'est un refuge qui reste confortable dans ce genre de période un peu troublée, quoi. Exactement, d'autant qu'il y a une sorte de rallye silencieux dont on n'a pas parlé, mais aux États-Unis, il y a aussi un très très bon comportement des petites et moyennes capitalisations boursières qui saluent l'OBBA, qui saluent la résilience de l'économie américaine, etc. Et plutôt un retour de la défiance vis-à-vis de l'Europe, qui est quand même fragile aujourd'hui, et avec une BCE qui est dans une sorte de casse-tête, C'est-à-dire que la position banque centrale, elle est quand même très très compliquée. On parlait hors antenne de la question du mandat de la Banque centrale européenne. C'est une situation compliquée avec une croissance atone ou pratiquement atone, et puis des tensions inflationnistes qui refont surface. Une cicatrice très forte de la guerre en Ukraine, avec des réactions qui ont été un peu tardives et qui risquent peut-être de pousser la BCE vers une réponse un peu trop dogmatique, un peu trop dure.
Donc c'est vrai qu'il y a cette fragilité et qui nous a plutôt ramené vers le marché américain. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de discrimination. Il y a des sujets qui ont été reconsidérés. Voilà, il y a beaucoup de discrimination dans le marché. On commence à voir les effets quand même sur les secteurs les plus cycliques, les carnets de commandes, sur les entreprises de cycle court. Alors, les entreprises qui sont à la chaîne de valeur de l'IA, là, tout va bien. Hein. Mais les entreprises qui sont industrielles, qui sont plutôt dans les cycles courts, les carnets de commandes sont vraiment pas terribles. Donc, non, c'est par rapport à l'ambiance, il y a de la discrimination et les scénarios sont pas mal rebattus. Et puis là, il y a effectivement cette période d'incertitude. Et on est à la frontière entre la désescalade et l'enlisement. Et c'est vrai que c'est bien joué aujourd'hui par le marché des taux, facialement moins par le marché des actions. Et moi, je trouve que dans le détail, quand même assez bien. Oui, c'est ça. Il y a quand même des secteurs dans les marchés actions qui intègrent cette altération du scénario. Voilà, alors qui n'intègrent pas de récession. Aujourd'hui, il n'y a pas de récession payée, mais un début d'enlisement plutôt pas mal intégré. Oui. Bon, du point de vue des banques centrales, alors la BCE, évidemment, c'était le jour. Quand même, il faut retenir quand même que la décision de maintenir les taux a été unanime. Il n'y a pas eu de dissidence. Mais en contrepartie, Christine Lagarde signale, alors avec les mots d'une banquière centrale qu'elle est, que la hausse de taux a été discutée, que si elle n'a pas été délivrée ce mois-ci, il y a des chances qu'elle puisse l'être à l'occasion du meeting du 11 juin. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est quand même le message qu'on comprend, Florian. Elle ne le dit pas comme ça, elle le dit quasiment comme ça. Elle ajoute simplement nous avons manqué de données pour nous décider, et pour l'instant, ce n'est pas une stagflation. Donc il y a quand même un effort, en tout cas, de réalisme de la part de la BCE qu'on dit souvent dont on a peur d'ailleurs en fait qu'elle soit dogmatique. C'est essentiellement parce qu'on a connu la BCE de Jean-Claude Trichet et on a juste pas très envie de se retrouver à nouveau confronté avec une BCE qui réagit du tac au tac pour chaque point de pourcentage d'inflation devant elle, alors qu'elle le dit très bien. La croissance au premier trimestre, 0,1%, c'est anémique. Soyons très clairs, n'ayons pas peur des mots. Donc, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un choc de court terme. C'est probablement un choc de court terme, en tout cas. Aucun pays sur Terre n'a un intérêt à la poursuite de ce conflit-là. Mais il a des conséquences de moyen terme, tout simplement parce que même si on réouvrait le détroit aujourd'hui inconditionnellement, on mettrait du temps à résorber, en fait, le choc d'offres auquel on a été confronté. Il nous manque 10% à peu près de l'offre mondiale tous les jours, ordre de grandeur. Et ça, généralement, ça a des conséquences de moyen terme. Le marché des taux le price assez bien, le marché des actions un peu moins. Le marché des actions a décidé de faire le choix de la croissance plutôt que le choix de la value. On le comprend, on a fait le même choix de notre côté. Simplement, il ne faut pas oublier que si enlisement il y a, c'est le scénario adverse, le scénario alternatif. Le côté obligation, le côté taux, on pourrait voir en fait une accélération du repricing de ce risque inflation. Tout ce qu'on a vu pour l'instant sur la courbe américaine, c'est 17 points de base, donc 0,17% de progression de la prime inflation. Le reste, c'est du taux réel. Les marchés discount à 10 ans, une progression de 17 points de base. On pourrait doubler, tripler, quadrupler cette prime de risque-là. Et là, on commencerait à ramener le problème, à décaler le problème de la value, c'est-à-dire des coûts, vers la croissance, c'est-à-dire le financement de la croissance de plus long terme. Donc, on n'est pas au bout de cette épopée-là, en fait, enlisement ou accélération enlisement ou résolution du conflit. Ça laisse quand même planer le doute sur des conditions de financement plus strictes. Et ça ramène aussi, comme vous le disiez, l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'on faisait partie de ces gens-là, qui aimaient bien l'Europe, qui aimaient bien le Japon, même depuis 2025. Clairement, les cartes ont été rebattues par ce choc. C'est-à-dire que ce choc, il a fait apparaître des faiblesses et des forces du côté américain, parce qu'ils sont producteurs de pétrole et parce que la technologie, aujourd'hui, est assez protégée de ce risque-là. Et des faiblesses, côté japonais, elles sont évidentes. Mais c'est peut-être un schéma durable. Et c'est un chat qui mettra du temps à être purgé. Aujourd'hui, on se dit pas, tiens, j'attends que l'Europe rebondisse et on est prêt pour tabler sur un rebond de l'Europe, alors qu'à votre antenne, on a été des turiféraires de l'Europe, on a été des défenseurs encore une fois, de l'Asie, des défenseurs du Japon. Bien sûr. Là, clairement, les cartes sont rebattues. Toute l'Asie ne se ressemble pas.
Il y a une forte discrimination aujourd'hui dans les portefeuilles, dans les choix de nos gérants vis-à-vis de l'Asie, évidemment, un peu vers la technologie, soyons clairs, et clairement une redirection des flux vers la zone dollar, vers les actions américaines. Donc il y a une problématique de banque centrale, il y a une problématique de taux de long terme, il y a une problématique, et il y a un risque en fait pour ce narratif dans lequel on est j'ai l'impression qu'on est tous en train d'investir, c'est-à-dire le retour vers la tech américaine et la tech au sens large. Mais du coup, oui, ce serait approprié pour une question de gestion du risque que la Banque Centrale Européenne, je ne sais pas, remonte 1 à 2 fois ses taux cette année. Le marché pense que c'est la réponse que la BCE apportera. Alors, je veux une réponse d'économiste. Hein Une réponse d'économiste très claire. Aux États-Unis, on a combattu une vague d'inflation à 10% avec des taux à 5%. Aujourd'hui, on a 3% d'inflation qu'on va combattre avec 2% en Europe. 2%, 2,25, 2,50, okay. C'est plutôt l'épaisseur du trait. Okay. Mais ça reste probablement, en fait, assez contraignant. Et on commence à le lire dans les enquêtes. Les données publiées par la Commission européenne hier le montraient assez bien. On commence à voir un infléchissement des enquêtes, côté industriel et côté services en même temps. Les plus inquiets, ce sont les consommateurs. Évidemment, c'est eux qui ils réagissent très fortement au prix du pétrole. Oui, mais il faut commencer par ça. C'est habituel. Voilà. Non, mais si le mandat, c'est lutter contre l'inflation avec la mémoire du choc inflationniste qu'une génération a traversé, qu'elle n'avait pas connu, c'est quand même bien les anticipations des ménages qui comptent aussi un peu. Absolument. La difficulté, c'est lorsque votre mandat, c'est l'inflation et non pas la croissance et l'inflation, comment est-ce qu'on gère 0,1% de croissance et 3% d'inflation ? Donc, des hausses modérées, c'est probablement la bonne réponse. Ouais. Alors que ça commençait bien quand même pour l'Europe, Christine Lagarde l'a rappelé. On démarrait bien quand même avec des vents porteurs pour le cycle européen. Sur les banques centrales, la BCE, si vous voulez compléter, Raphaël, et puis venons-en à la Fed, la dernière de Powell hier, qu'on peut saluer, et une transition avec un Kevin Warsh qui va pas être évidente. On a vu quand même des dissidences importantes au sein du comité, que j'ai plutôt lu comme étant un espèce de message d'accueil en vue du prochain président. Pour lui signaler, M. Warsh, si vous voulez baisser les taux, il faudra une force de conviction importante. Oui, non, mais ça a été une réunion où finalement, quand on regarde les éléments nouveaux ou marquants, il y a pas mal de négatifs en fait dans cette réunion. On a déjà bien compris qu'il y avait de la dissidence, qu'on devenait de plus en plus défensif vis-à-vis de cette thématique de l'inflation. On veut quelque chose de plus symétrique, c'est ça, dans la communication de la Fed, qu'on puisse dire le prochain mouvement sera ou une baisse ou une hausse, de manière à peu près équivalente. Quoi. Et ça, on l'a vu à travers les dissidences, avec 3 gouverneurs qui souhaitaient une hausse de taux. On l'a vu aussi avec une forme de consensus qui est en train de se construire autour d'une révision des anticipations monétaires, la forward guidance à la hausse. Ça, c'est une réalité. On a aussi entendu que finalement, le marché qui espère que les banques centrales vont regarder à travers cet épisode temporaire pourrait être déçu, que Jérôme Powell nous explique que finalement, déjà on est en train de regarder à travers l'épisode temporaire des tarifs, qu'on a une inflation qui est au-dessus de la cible depuis 5 ans, donc à un moment on va pouvoir tout le temps regarder à travers. C'est un peu ça le message qu'on a entendu hier, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Puis peut-être même dernière mauvaise nouvelle, c'est que Jérôme Powell, alors je dis ça très doucement, a semble-t-il décidé de rester. C'est même sûr, oui, je vous confirme. Et ça rejoint aux prémices de votre question. On arrive donc dans une période d'incertitude absolue au niveau du board de la Fed, avec Kevin Warsh qui arrive avec un mandat très clair et en tout cas très explicitement articulé, dirons-nous, et qui semble aller en opposition avec le board, la présence de Jérôme Powell, la dissidence. C'est pas une succession comme Bernanke-Yellen, quoi. Non. On en est très loin. Et à un moment où les investisseurs ont sûrement besoin de beaucoup de visibilité, où il y a effectivement beaucoup d'incertitudes, un choc inflationniste qui nous frappe, on va avoir très bientôt, en plus de ça, cette incertitude de politique monétaire dont on n'avait pas besoin. Donc effectivement, on ne ressort pas très rasséréné de cette réunion de la Fed. Bon,
Comment vous regardez la Fed? Alors, la Fed d'hier, celle de Powell, et la Fed de demain, celle de Kevin Warsh Je reviendrai sur la BCE. Ah, la BCE, bien sûr. Peut-être sur juste un point qu'a mentionné Christine Lagarde. C'est le vice-président qui s'en va aujourd'hui de la BCE, je crois. Mais qui a attiré mon attention. Et quand même, dans le question-réponse, elle a quand même mentionné le fait qu'il n'y avait pas d'effet de second tour. Non. Donc... C'est pour ça qu'ils attendent des données. Non, mais c'est important c'est important parce que dans les anticipations de marché, d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une forte détente obligataire, quand même, ils essayent d'accompagner du mieux possible ces anticipations. Et ça aussi, c'est un outil de politique monétaire. Avant même de monter les taux, comment est-ce qu'on accompagne ça? Comment est-ce qu'on accommode, entre guillemets, les anticipations des investisseurs? Sur la Fed, pour moi, l'incertitude est totale. Le contexte est ultra compliqué et je pense que plus ou moins tout le monde avance à vue. Vous n'avez pas de pari sur le prochain mouvement? Non. On est. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Alors j'ai bien vu que le consensus des anticipations est en train de se décaler, que des baisses de taux sont anticipées maintenant, mais en début 2027. Puisque c'est un petit peu l'idée que en fait, le taux de chômage à un moment va commencer à remonter et qu'effectivement, début 2027, déjà une partie du choc inflationniste, croisons les doigts, sera derrière nous, et que le ralentissement de l'emploi fera que la Fed pourra baisser les taux à ce moment-là. Donc on repousse en fait, on est en train de repousser tranquillement l'horizon. Et j'aurais tendance à dire que c'est pas si problématique que ça pour le marché américain. D'accord. Enfin, ce qui compte aujourd'hui, c'est la résilience, et c'est ça qui domine. La croissance, le thème de l'IA. Voilà, dans l'esprit des investisseurs sur le marché américain, c'est ça qui domine. Bon, Warsh, ce ne sera pas facile pour lui de baisser les taux si c'était un de ses objectifs cachés, d'arriver avec, dès le premier meeting, un nouveau style, une nouvelle présidence et une baisse de taux. 16-17 juin, ce ne sera pas facile. Ce sera pas facile. Et puis, il aurait bien besoin d'un compagnon de désinflation, celui qui l'anticipe d'ailleurs lui-même, qui est justement l'IA, pour revenir au début de notre discussion. Très clairement, cette IA, ces gains de productivité, ce serait potentiellement des inflationnistes. Alan Greenspan s'en frustrait d'ailleurs dans la seconde partie des années 90. Il était surpris que l'inflation ne progresse pas plus, l'économie allait bien, et pourtant l'inflation ne décollait pas. Quesaco. Alors, on a déjà l'énigme, exactement. On a déjà été exposé à ça. Simplement, il n'était pas au milieu d'un choc pétrolier comme on l'a aujourd'hui. Donc, la difficulté, effectivement, ça va être de convaincre les 12 votants de l'urgence d'une baisse de taux. Notre vue, globalement, c'est un statu quo jusqu'à la fin de l'année, probablement. Si il ne trouvera pas de consensus et de marge de manœuvre. Si le choc se poursuit. Après, on est face à deux grandes incertitudes, enlisement en point d'interrogation, et puis transmission de l'IA au gain de productivité et à la désinflation, deuxième point d'interrogation. C'est terriblement difficile de jauger de l'impact de ces deux éléments-là. Un choc pétrolier classique, c'est plus 2% d'inflation. D'accord ? Ça, c'est à peu près sur une période de 12 mois. Un choc de productivité, c'est moins 1,5% d'inflation sur 12 mois. Donc on serait à 0,5 de distance. Ça s'équilibre. Ça pourrait potentiellement s'équilibrer. Ce ne sont que des moyennes. Voilà. Simplement, il y a vu un les travail dissidences de fond. d'hier, le message, vous savez qu'ils l'attendent de pied ferme quand même. Le message, il est très clair. Il va être difficile de former un consensus pour la baisse des taux. Et il va falloir trouver des arguments relativement convaincants. En plus, cette dissidence, cette fronde, elle se produit sans qu'on ait eu de mise à jour des prévisions de la Réserve fédérale. C'est-à-dire que le staff des économistes n'a pas fait son travail de fond d'incorporer le prix du baril en dessus de 110 et les conséquences inflationnistes de moyen terme. Moi, j'ai eu l'impression même que Jérôme Powell, il n'était pas complètement inconfortable avec l'idée de ces trois dissidents. Alors je mets Mayran de côté, qui lui demandait des baisses de taux. Les trois autres dissidents ne demandaient pas explicitement une hausse de taux. Ils voulaient modifier le statement, la déclaration introductive, pour rééquilibrer les choses en limitant le biais dovish, le biais accommodant. Une manière de dire, il faut être plus équilibré dans notre communication entre la partie dure et la partie plus souple. Absolument, absolument. Et cette demande de rééquilibrage... Et j'ai pas l'impression que Powell ait été très inconfortable avec ça. Non, peut-être même que cette dissidence, elle a été aussi mise en lumière pour préparer l'arrivée de Kevin Warsh.
je n'irai pas jusque-là. C'est comme ça que c'est une lecture intéressante. Ouais. En tout cas, que ça a été organisé ou pas, montrer qu'il y a un message intéressant. Ouais. Voilà. Le message est, en l'absence de révision, nous sommes capables de vous dire que on n'est pas pro baisse de taux. En tout cas, on a un mini consensus qui n'est pas pro baisse de taux. Et le fait que Powell reste, c'est important quand même. Ça ajoute une voix de plus, une voix réaliste. Après, Powell, c'est quand même ça a été un leader de la Fed qui a été relativement passif. Pragmatique, ouais. Je dirais plutôt passif vis-à-vis de la vague d'inflation. Ouais. Il y a quand même pas mal de banquiers centraux qui l'ont précédé, qui confrontés à une inflation à 10%, n'auraient pas mis les taux à 5,5. J'en connais au moins un, en tout cas, qui aurait mis les taux en face aux alentours de 10%. Oui, voilà. C'est ça. Donc, bonne règle de Taylor et on se pose pas de questions, quoi. Exactement. D'accord. Donc on est face à un banquier central qui est aussi qui n'a jamais été en faveur de la destruction de l'emploi au service de la régularisation de l'inflation. L'emploi maximum. D'ailleurs, c'est un travail de 10, 15, 20 ans sur ce sujet du côté de la Réserve fédérale américaine et c'est un point de critique de Kevin Warsh, justement, cette notion de maximum employment. Est-ce que c'est bien une bonne définition d'une partie du mandat de la Réserve fédérale américaine ? Bon, attention. Ouais, prochain rendez-vous pour la Fed, 16 et 17 juin. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florian Rielpo, Lombard Odier IM, Raphaël Thuin, Ticket au Capital, Sophie Chauvelier, Dorval AM.